Bonjour à tous, je suis Mathieu Moi et aujourd'hui on est là pour parler de coding style, de style de codage, donc la forme qu'on va donner au code qu'on écrit. Je vais commencer par une petite analogie avec la vie courante où on écrit du texte et où on a un certain nombre de règles de typographie, d'orthographe, etc. On verra ensuite le genre de règles équivalentes qu'on peut avoir sur du code et puis on se spécialisera sur la fin sur les coding styles Java, ceux définis par Oracle, qui sont ceux qu'on vous demandera d'utiliser pour les TP. Donc dans la vie courante, je me suis amusé à photographier une page de journal, et on va regarder cette page de journal à plusieurs échelles. Ici, on a la page complète, et puis ensuite on peut zoomer sur les colonnes, et puis on peut zoomer ensuite sur le texte, et puis regarder comment sont placés les caractères. Et on peut faire un certain nombre de remarques. La page, elle est découpée en plusieurs articles, chaque article a un titre, et puis quand les articles sont trop longs, on a des sous-titres. Ce sera pareil pour le code, hein, on a envie d'avoir une notion de fichier qui permet de séparer les choses. À l'intérieur d'un fichier, on va avoir plusieurs fonctions. À l'intérieur d'une fonction, éventuellement, on va couper la fonction en plusieurs petits morceaux. Si je zoome un petit peu, je peux remarquer que la disposition est faite en colonne. Alors pourquoi c'est disposé en colonne? Tout simplement parce que si je vous donne une page de journal qui est large comme ça, si vos yeux doivent lire une ligne complète et puis revenir à la ligne et revenir à la ligne et ainsi de suite, en fait l'œil a beaucoup de mal à revenir à la ligne sur une colonne trop large. L'optimum est estimé aux alentours de 60 caractères, et donc avec des lignes trop longues, en fait on gêne la lecture. Ce sera pareil pour du code, hein. Du code en général on se fixe une limite à peu près 80 caractères de large, et si on dépasse de ça, bah, en fait on va gêner la lecture parce que l'œil va devoir emmagasiner plein de choses sur une ligne et puis ensuite revenir à la ligne, etc. On lit du code beaucoup plus facilement s'il est structuré avec des lignes qui sont pas trop longues. Le texte est découpé en paragraphes. Un saut de paragraphe, ça correspond à une petite pause, je passe à une autre notion. Et on aura pareil pour du code, on peut laisser une ligne blanche entre deux morceaux de code pour dire je reprends ma respiration et je passe à la suite. Si je regarde encore un petit peu plus près, bah, je peux remarquer des règles qui vous paraissent sans doute évidentes. Par exemple, ici j'ai une virgule et j'ai un espace juste derrière la virgule. J'ai des parenthèses et j'ai des espaces autour des parenthèses, mais pas à l'intérieur. Pareil pour les guillemets, j'ai un espace avant le guillemet, mais pas à l'intérieur. Euh, c'est des règles qui sont toutes simples, hein, qui ne sont pas forcément les mêmes selon les langues d'ailleurs, hein. En anglais, on ne place pas les espaces de la même façon qu'en français, mais qui rendent la lecture plus fluide. Et je peux vous assurer que si je reprends ce texte-là et si je ne respecte pas les conventions de typographie, le texte va être plus difficile à lire, même si sur le fond, il peut être tout à fait respectable. Exemple, je me suis amusé, j'ai pris un énoncé de TP, et puis j'ai volontairement pas respecté les règles de typographie habituelles. Je vous laisse essayer de lire, vous verrez, ça pique les yeux. Voilà, on va arrêter la torture, on va essayer de replacer les espaces aux bons endroits. Là, j'ai du texte qui est déjà un petit peu moins désagréable à l'œil. Par contre, essayer de faire un TP avec un énoncé qui est rédigé comme ça, je vous souhaite bien du courage. Je rajoute des retours chariots, je rajoute des titres, je mets les titres en gras, je rajoute un petit peu de police différente pour les morceaux de code, etc. Bah, c'est déjà nettement moins désagréable, voire plus agréable. Et puis je peux continuer, je peux faire des listes à puces pour organiser le texte, etc. Et vous voyez que là, entre ça et ce que j'avais tout à l'heure, je n'ai rien changé sur le fond. Le TP est le même, la pédagogie est la même. Par contre, vous avez sans doute beaucoup plus envie de faire ce TP-là que de faire le précédent. Et en tout cas, vous allez beaucoup moins souffrir si je vous donne un énoncé de TP qui ressemble à ça, plutôt que si je vous donne un énoncé de TP comme celui que j'avais avant. Donc en conclusion, bah, le fond c'est important. Vous écrivez une disserte de philo, bah, il faut évidemment être fort en philosophie et avoir des choses intéressantes à dire en termes de philosophie. Vous écrivez du code, il faut être fort en algo, il faut être fort en architecture logicielle, etc. Mais si vous ne mettez pas une forme raisonnable sur ce code ou sur cette disserte de philo, vous allez avoir beaucoup de mal à vous concentrer sur le fond. Donc, pareil dans la vraie vie, pour autre chose que du code ou pour du code, on va chercher à avoir du code qui est disposé de manière la plus impeccable possible sur la forme, simplement pour pouvoir passer ensuite à l'étude du fond et vérifier si le code est effectivement fonctionnellement correct, s'il n'a pas de bug, etc. Une autre analogie de la vie courante, c'est le principe de la fenêtre brisée, qui est quelque chose qui est connu des services de police et des choses comme ça. Si vous avez un immeuble avec une fenêtre qui est cassée et si cette fenêtre n'est pas réparée, et ben en fait, on a remarqué que globalement, l'ensemble de l'immeuble tombait progressivement en ruine, parce que déjà le vent s'engouffre et il y a des saletés qui rentrent, mais aussi parce que si vous avez une fenêtre cassée quelque part, bah, le voisin va se dire, eh, mon voisin il n'a pas entretenu ses fenêtres, pourquoi moi je ferai un effort?
Et puis du coup, vous allez avoir un deuxième voisin qui va avoir une fenêtre à moitié cassée, et puis un troisième qui se dit, oh, de toute façon, à quoi ça sert que je lave mes vitres? Regardez à quoi ils ressemblent les meubles, etc. Et progressivement, en fait, le fait d'avoir laissé juste un petit défaut sur l'immeuble va se propager sur le reste de l'immeuble assez naturellement. Et pour du code, bah, c'est à peu près pareil. Si j'ai une ligne de code qui est pas très bien indentée, c'est pas forcément grave en soi une ligne de code pas très bien indentée si c'est la seule. Par contre, quand on écrit du code et que juste au-dessus il y a une ligne de code qui est pas bien indentée, ouais bon bah déjà je vais pas la corriger, ça va faire des conflits dans Git, allez hop, le prof il a dit qu'il fallait pas corriger les trucs mal indentés, non, le prof il a dit qu'il fallait bien indenter du premier coup, c'est autre chose. Et puis pourquoi moi je m'embêterais à formater mon code proprement vu que les autres de toute façon ils sont un peu laxistes sur tout ça. Et puis du coup bah de fil en aiguille, et pourquoi j'écrirais de la doc de toute façon, le code il est tout sale. Et puis la dernière fois j'ai codé, j'ai pas écrit de test, ça s'est bien passé quand même, cette fois-ci je vois pas pourquoi ça se passera mal, etc. Et puis bah, partant d'un petit manque de rigueur au départ, on risque d'emmagasiner ce qu'on appelle de la dette technique, c'est-à-dire des choses où on va écrire du code rapidement à un moment, on est content sur le coup parce que ça va vite, et puis en fait on se rend compte que c'est des choses qu'on paye sur le long terme, parce qu'on a écrit du code, on l'a écrit vite et mal, et du coup bah, plus tard il va falloir payer la dette, il va falloir corriger le code qu'on a mal écrit. En réalité, dette technique, hein, c'est le jargon politiquement correct pour dire du code dégueulasse. Voilà, alors assez pour la vie courante, on va maintenant passer à des exemples sur du code. Voilà un petit exemple de code. Alors c'est un exemple de code en C qui fait une recherche dans un arbre binaire de recherche. Ok, bon alors là, clairement le code il est sale, il est mal indenté, on n'aime pas trop voir ça. Hop, on passe un petit coup de réindentation. Ici j'ai indenté avec des grands niveaux d'indentation, ce qui a l'inconvénient que ça fait du code qui est très à droite sur mon écran, ce qui a l'avantage par contre que visuellement si je me pose la question le if then else qui est ici, où est-ce qu'il se ferme? J'ai pas besoin de réfléchir pour voir qu'il est fermé ici, mon œil va voir ce niveau d'indentation immédiatement. Voilà, est-ce que c'est bien? Bah c'est mieux que tout à l'heure, mais c'est encore assez dégueulasse. Les espaces sont placés n'importe comment par exemple. Donc si je regarde, bah, ici j'ai un espace derrière l'accolade, ici j'en ai pas. Ici j'ai pas d'espace, ici j'en ai, etc. Bon bah c'est pas cohérent. Hop, on passe un petit coup de reformatage. Et là on a du code qui est super clean. Donc, il n'est pas si clean que ça en fait. Regardez, petit exemple, ici j'ai un return recherché, puis ici j'ai un résultat égal recherché, return résultat. En fait, c'est deux morceaux de code qui font la même chose à un petit détail près, et je l'ai écrit différemment. Bah, en fait, il y avait de la symétrie dans l'algo, je vois pas cette symétrie sur la forme. Du coup, c'est encore un petit truc qui va me gêner quand je lis. Ah, c'est pas celui-là que j'ai corrigé d'abord. Non, alors, euh, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'avais un cas particulier sur le return 0. Moi, j'aime bien me débarrasser des cas particuliers au début. Donc ici, je me suis débarrassé du cas particulier avec un if, et puis ensuite j'ai un else. Euh, et puis en fait, du coup, on parlait tout à l'heure de symétrie dans le code. Bah, maintenant, mon appel récursif à gauche et mon appel récursif à droite, ils sont écrits pareil. Et du coup, le petit détail qui change, bah, c'est le G et le D que j'ai ici, que je vois maintenant d'un coup d'œil, puisque c'est la seule chose qui change, alors que tout à l'heure c'était un changement qui était un petit peu caché parmi d'autres changements qui n'étaient pas pertinents. Et puis bah, j'ai un else plus loin if, je peux écrire un else if, et du coup bah, au final je me retrouve avec quelque chose comme ça. Est-ce que c'est bien? Pas forcément irréprochable, mais de mon point de vue on va s'arrêter là. On peut se refaire le film, hein, si vous vous souvenez, hop, ça ressemblait à ça. Sans doute que quelque part là-dedans, vous avez reconnu le genre de code que vous auriez écrit en TP, bah, on peut continuer et on peut écrire du code qui du coup va être vraiment limpide. Si vous avez l'habitude des arbres binaires de recherche, lisez ce morceau de code-là, ça va vous revenir à l'esprit. On a tous les cas, je trouve pas, je cherche à gauche, je cherche à droite. Voilà. Alors on a dit depuis le début qu'il y avait des règles et qu'il fallait les respecter. Bah voilà maintenant les règles qui vont nous intéresser. En français, en anglais, on n'a pas les mêmes règles de placement des espaces. En Python et en Java, on n'a pas les mêmes règles de placement des espaces. C'est pareil. Et même en Java, il y a plusieurs styles de codage différents. Ici, on va s'intéresser au style de codage Oracle. Donc les styles de codage Oracle, précédemment style de codage Sun, sont très utilisés en Java. Malheureusement, c'est pas universel. Le Eclipse, par défaut, par exemple, n'applique pas les règles de codage Oracle. Google a d'autres règles de codage, etc. Euh, voilà, mais enfin, voilà, il fallait en choisir pour les TP. On a choisi celle-là. Euh,
Les conventions sont dictées dans un document dont vous avez le lien sur les transparents ici. Est-ce que c'est le meilleur style de codage Java? Question très subjective. De toute façon, ce qui est important, c'est pas d'avoir un bon style, mais c'est d'avoir un style qui soit le même de partout. Petite citation de Linus Torvalds, qui au début des codings standards Linux, donc le document qui décrit les règles à respecter pour le développement du noyau Linux, il vous dit première chose, imprimer une copie du coding standard de GNU, c'est super important, et ne le lisez pas. Brûlez-les, c'est un geste symbolique très important. Voilà, bon, c'est un peu la personnalité de Monsieur Torvalds, il aime bien la provocation. Mais plus sérieusement, il y a des gens qui aiment bien les codings standards GNU, il y a des gens qui aiment bien les codings standards Linux. La question, c'est pas lequel est le mieux, mais quand vous codez sur un logiciel GNU, utilisez les codings standards GNU, et si vous codez sur le noyau Linux, utilisez le style de codage Linux. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ces codings standards Java, Oracle, hein. On indente avec 4 caractères, donc quand on a un bloc if, while, etc., on se décale systématiquement de 4 caractères vers la droite. Une tabulation, c'est 8 caractères, c'est-à-dire que c'est 2 niveaux d'indentation. Donc si vous avez un if dans un while, vous pouvez utiliser une tabulation pour marquer le if et le while d'un seul coup. Jamais de ligne de plus de 80 caractères. C'est plus lisible, c'est affichage dans une plus petite fenêtre. On a déjà parlé des lignes de code qui étaient trop longues, pareil que sur les journaux, hein, on se limite à une certaine taille de colonne. Il peut y avoir conflit entre les deux premiers points. Indentation à 4 caractères, c'est une indentation relativement large. Et on pourrait se dire, bah oui, mais moi j'ai envie d'imbriquer 5 boucles while à l'intérieur d'un if, à l'intérieur d'une classe, etc. Et du coup, bah, mon code il commence à 72 caractères et du coup les 80 caractères c'est pas assez pour moi. Bah, à ce moment-là, c'est qu'il aurait fallu mieux découper. Si vous avez 5 niveaux de boucles imbriqués les unes dans les autres, dans la même fonction, bah, probablement que vous auriez dû avoir 2 niveaux de boucle et puis ensuite une fonction qui appelle 2 niveaux de boucle et puis ensuite une autre fonction qui appelle un niveau de boucle ou des choses comme ça. Euh, Quand vous voyez que votre code il commence à être trop indenté et que le début de la ligne de code elle est au milieu de l'écran, a priori c'est que vous avez mal découpé et qu'il faut revoir votre code. Revoir votre code, ça peut se faire avec votre éditeur de texte ou votre IDE favori. Si vous avez des outils de refactoring, vous sélectionnez un bout de code, vous faites extract method ou quelque chose comme ça, et c'est votre éditeur de texte qui va s'occuper d'extraire la méthode tout seul. On utilise des lignes vides pour marquer une pause, un peu comme la notion de paragraphe en français. Vous écrivez un petit morceau de code, et puis c'est pas suffisamment différent pour être une autre fonction, mais vous avez envie quand même de marquer une pause. Deux retours chariot, une ligne vide, et vous marquez cette pause. Sur le nommage des fonctions, des variables, les classes et les interfaces sont toujours nommées avec une majuscule au début. On évite les abréviations. Donc par exemple, si vous avez une classe utilisateur, vous allez l'appeler user. Si vous avez une liste d'utilisateurs, vous allez l'appeler userList, etc. Les méthodes utilisent des noms de verbes avec une minuscule au début. Donc la méthode qui sélectionne, elle va s'appeler select, pas selection. Et puis la méthode qui ajoute un contact, elle va s'appeler addContact avec un C majuscule pour marquer la séparation entre les mots. Pour les constantes on les écrit toutes en majuscules. Du coup, on peut plus utiliser la majuscule comme séparateur de mots, et du coup, on utilise le underscore ou le tiret bas comme séparateur de mots. Sur le placement des espaces, bah, tout ce qui est à gauche, c'est ce qu'il faut faire. Tout ce qui est à droite, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc bah, ici, j'ai des espaces autour des parenthèses du if, j'ai des espaces autour des accolades, etc. J'ai des espaces autour des opérateurs binaires. Par contre, l'espace est obligatoire, donc ici, il aurait fallu un espace entre le if et la parenthèse ouvrante. Ici, il aurait fallu des espaces autour du plus. Ici, j'ai un espace en trop juste avant le point virgule. Ici, il aurait fallu un espace derrière le cast en byte. Et puis ici, il aurait fallu un espace derrière la virgule, comme en français. Les commentaires, on en a plusieurs sortes. Il y a les commentaires d'implémentation, / quelque chose ou / étoile si on veut des commentaires multilignes. Ça sert à documenter les cas particuliers du code, les spécificités de l'implémentation. Ça ne doit pas répéter ce que le code dit déjà. Si vous avez marqué i++, vous n'allez pas rajouter un commentaire qui dit incrémentation de la variable i. Les commentaires du style javadoc, / étoile étoile pour marquer la spécification de la fonction, et c'est des commentaires qui seront extraits automatiquement dans la documentation. Ceux-là doivent être compréhensibles sans accès aux sources. Si vous regardez la doc javadoc des API Java standard, par exemple, vous n'avez pas besoin d'aller voir le code pour comprendre comment ça marche. Et par contre, ici, c'est vraiment la spécification de la fonction, c'est pas une spécificité d'implémentation qu'on va décrire.
Si le code a besoin de beaucoup de commentaires pour expliquer comment il fonctionne, en particulier les premiers, les // les commentaires d'implémentation, si vous avez besoin d'en mettre beaucoup, c'est probablement que votre code est trop complexe. À ce moment-là, plutôt que de rajouter des commentaires, il vaut mieux simplifier le code. Il y a une citation qui dit « Commenter son code, c'est s'excuser ». Donc en général, quand vous avez vraiment besoin d'un commentaire, c'est parce que vous avez fait un truc qui n'est pas net avec le code et que vous avez besoin de justifier pourquoi vous avez fait ça. Une bonne convention, c'est qu'un commentaire il doit répondre à la question pourquoi. Pourquoi je fais ça comme ça, et pas comment je le fais. Quelques autres conseils sur le nommage. Utiliser de noms courts et expressifs. This is a temporary counter, c'est probablement trop long. A, B, C, X, variable 1, variable 2, c'est pas assez expressif. Les noms expressifs sont particulièrement indispensables pour les variables et les fonctions qui sont globales. Quand vous avez une variable locale qui sert pendant 5 lignes de code, vous pouvez vous autoriser un nom beaucoup plus court. Variable globale, c'est des choses qui vont servir un peu de partout, et donc il faut absolument avoir des noms qui soient bien intelligibles. Je l'ai déjà dit, mais sur les commentaires, expliquez pourquoi votre code est comme il est, et pas comment votre code fonctionne, puisque si votre code est suffisamment clair, comment votre code fonctionne, c'est écrit dans le code, c'est pas la peine de le redire. Donc une fonction, idéalement, elle doit tenir sur un écran. Alors la notion de un écran peut varier, mais en général, on considère qu'un écran, c'est 80 colonnes par 25 lignes. Faites des fonctions qui font une chose et une seule, et qui le font bien. En ce qui nous concerne, pour les TP, les coding styles, ils sont imposés. On vous impose les coding styles Java, il fallait bien en choisir, et donc on a fait ce choix pour vous. Et ils sont respectés strictement, et vous pouvez remarquer que le strictement il est bien en rouge. Vous avez un outil qui s'appelle checkstyle qui va s'occuper de vérifier que vous n'avez aucune violation des coding styles. En réalité, on a même assoupli un petit peu les coding styles parce qu'il y avait certains warnings qui étaient vraiment pénibles et on vous les a épargnés. Mais on attend du code qui fait zéro warning. Le but c'est pas trop de warning, le but c'est vraiment irréprochable, donc zéro warning. Si on est bien outillé, c'est très facile. Vous avez checkstyle qui va vous dire automatiquement si vous avez un problème, vous avez l'intégration continue qui va lancer checkstyle qui fait que vous ne pouvez même pas oublier de lancer checkstyle, et puis si vous avez un bon éditeur de texte ou un bon IDE, le formatage de code il est fait automatiquement au fur et à mesure que vous tapez, ou éventuellement un peu a posteriori, on sélectionne un bout de code, on lance le reformatage. Donc c'est pas à vous de vous soucier de savoir s'il y a un ou deux espaces à tel ou tel endroit. Par contre, c'est à vous de vous assurer que votre outillage marche et que à la fin vous me rendez du code qui n'a aucun warning avec checkstyle. Et donc oui, si vous indentez à 3 caractères au lieu de 4, ce sera considéré comme une erreur et on vous enlèvera des points. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.